Yaorana et bienvenue dans Manava. Alors, évaluer la qualité des services publics polynésiens, voici le but de l'étude menée par la Direction de la modernisation et de la réforme des administrations. Comment cela se traduit-il? Nos invités vont nous éclairer à ce sujet. J'accueille aujourd'hui Éric Dehat, qui est directeur de la DMRA, donc la Direction de la modernisation et des réformes de l'administration. Bonjour. Jean-Michel Blanchemanche, qui est directeur du CFPA, le Centre de formation professionnelle pour adultes. Bonjour. Hayatali, qui est assistante qualité à la DMRA. Bonjour. Et Norine Haritaï-Smith, qui est chargée de la qualité au sein de la Direction générale de l'OPH. Bonjour. Bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Éric, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots l'étude menée par ton service et quel en est le but? Alors, l'objectif de tout service public est d'avoir des usagers qui soient les plus satisfaits possibles de leur expérience. Et donc, pour essayer de voir les points sur lesquels il nous faut travailler, améliorer, l'idée c'était de faire un point d'étape et une étude que l'on fait régulièrement pour évaluer cette satisfaction des usagers. On a fait une première étude en 2019 et là on a renouvelé l'étude en 2022 pour voir les écarts. Hayata, concrètement, comment s'est organisée cette étude? Qui a été interrogé? Alors déjà, elle s'est déroulée durant le dernier trimestre 2022. Nous avons fait appel à un prestataire qui est Tahiti Formation pour réaliser l'étude sur le terrain. Donc il a questionné en face à face des usagers, par téléphone, mais aussi en ligne. Donc via un questionnaire en ligne. Combien de personnes ont été Alors, sollicitées? à mon souvenir, c'est dans les 1300 usagers particuliers et 700 professionnels. Jean-Michel, en tant qu'organisme, vous avez été consulté en amont et quelles sont vos attentes après ce genre d'études? Alors nous, on n'a pas été consulté en amont. En revanche, on s'est engagé dans la démarche qualité pour justement répondre aux attentes du pays, pour pouvoir répondre du mieux possible aux attentes des usagers. D'accord. Norine, l'OPH dispose d'une cellule qualité. Et quelle en est sa mission? Alors, la mission du service qualité, à savoir que je suis seule à l'OPH, cependant, je fais partie d'un service qu'on appelle le service de la performance, qui est composé d'un contrôleur de gestion, d'un chargé de reporting, d'un contrôleur interne et d'une analyste et de moi-même, sous la direction générale. Et nos missions, c'est surtout la mienne, c'est de pouvoir récupérer les ressentis de chacun et d'améliorer vos services? C'est bien ça. Et vous avez quels outils pour faire ça? Nous sommes certifiés ISO 9001. Alors, si tu veux expliquer ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est En un fait, ISO. C'est un outil permettant à l'OPH de mieux s'organiser dans le système management de la qualité pour atteindre ses objectifs et en prendre en compte les attentes et la satisfaction de ses clients et de ses parties prenantes. D'accord. Éric, est-ce que dans le service public est clairement identifié le fait qu'il y a des services particuliers et des services aux professionnels? Est-ce que c'est clair pour les clients? Alors, en fait, c'est pas forcément clair pour les clients. La distinction, on l'a opérée nous, en fonction effectivement de l'usage qui est fait des services et des prestations qui sont proposées. Il est certain que certains services sont vraiment dédiés aux usagers particuliers, type la direction des solidarités par exemple, c'est quasiment uniquement des clients particuliers, encore que les associations d'insertion ou de choses comme ça pourraient intervenir. Et il y a des services comme la direction des affaires économiques par exemple, qui a majoritairement une clientèle de professionnels, mais pas seulement, elle a aussi des usagers particuliers. Hayata, quel type de questions sont posées? Comment vous les analysez? Alors pour l'enquête qui a été réalisée en 2022, on a procédé par différents niveaux, on va dire, d'évaluation. On a évalué le niveau de représentation, c'est-à-dire on a voulu savoir à quel service public l'usager pense quand on leur parle de service public. Lesquels par exemple? Là, l'étude a montré qu'il pensait majoritairement à l'administration et ensuite au centre hospitalier. Une chose que je n'ai pas dit, c'est que l'étude a évalué la période de 2020 à 2022. Donc ça correspondait à la période de la crise sanitaire. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont eu le centre hospitalier en tête quand on leur parlait de service public.
Et le deuxième niveau, c'était de savoir comment ils perçoivent le service public. Donc là, ça concerne que les usagers qui ont fréquenté le service public du pays cette fois-ci, mais dans les 2 années, de 2021 à 2022. Et là, ensuite, on se rapproche encore au plus près du ressenti de l'usager. Donc on interroge ceux qui ont fréquenté le service public du pays durant les 3 derniers mois au moment de l'enquête. Et donc là, on va entrer en plus en détail sur le ressenti, sur la satisfaction de l'accueil et du service offert. Et les chiffres qui en ressortent? Et les chiffres qui en sortent, alors pour résumer, on va dire que 60% des Polynésiens sont satisfaits du service public du pays et leur font confiance. Nous avons une certaine marge de progression concernant le traitement des réclamations et le fait de donner une réponse à leurs réclamations. Donc environ 50% de personnes qui sont insatisfaits. Et concernant le délai de traitement de leur démarche administrative et l'accessibilité plus rapide, on va dire, ça concerne environ 40% des usagers. Donc, qui sont insatisfaits, pardon. Les 40% sont Ce sont des usagers qui sont insatisfaits. insatisfaits, Ouais. d'accord. Jean-Michel, en interne comme au centre de formation, comment vous évaluez la qualité des services? Comment est-ce que vous avez des retours des élèves, des entrepreneurs, des intervenants? Donc nous avons mis en place en interne donc des évaluations alors vis-à-vis donc des entreprises, vis-à-vis des stagiaires quand on est en interne, vis-à-vis aussi des candidats qui viennent postuler, puisque grâce à la DEMERA maintenant on a une borne de satisfaction avec une question par mois et chaque candidat qui vient donne son avis sur notamment l'accueil, la phase accueil. Ensuite on a fait avec pour les entreprises aussi par rapport à notre insertion, quelle est notre insertion, et ensuite par rapport aussi à nos stagiaires qui vont en entreprise pendant leur formation. Donc vous leur envoyez quoi, un Non, questionnaire? on a un questionnaire qui est fait, qui est envoyé, ensuite on collationne ça avec la cellule qualité qui fait le point auprès des responsables de centre. Et j'imagine que le directeur du CFPA actuel regarde attentivement le retour de ces questionnaires. Oui, aussi bien en interne, puisqu'on est aussi, je suis très attentionné notamment au travail des formateurs, au profit des stagiaires, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur où on fait énormément de communication. Et donc il ne faudrait pas qu'on vienne à se casser la figure avec cette communication si on n'a pas des bons résultats dehors, quoi. Norine, même question pour toi en interne. Comment vous évaluez la qualité des services? Est-ce que le personnel est aussi sollicité? Vous reposez des questions, les intervenants extérieurs et ainsi de suite? Oui, on a mené des enquêtes de satisfaction, que ce soit en interne, en externe, pour justement savoir quels sont les points à améliorer chez nous, que ce soit au niveau Qu'est-ce de qui en ressort? l'accueil, beaucoup de pistes d'amélioration à faire dans le sens de notre accueil, que ce soit téléphonique ou par mail. Aujourd'hui, on a mis en place des outils, justement. Ça fait 3 ans, l'OPH s'est doté d'une plateforme sur la gestion téléphonique, dans le sens où on a la capacité d'avoir les statistiques sur la quantité d'appels que nous recevons, la quantité d'appels que nous avons traités et filtrés, la quantité d'appels également qu'on a perdus, et tous les appels perdus, nous avons la possibilité de rappeler toutes ces personnes-là. Ouais, donc c'est bon qu'il y a un vrai service, justement, qu'on est attentif à tout ça et qu'on essaye de réagir. Donc ça va vers du positif. Et Yata, comment vous traitez les données que vous avez reçues, que vous avez collectées? Donc du coup, c'est le prestataire de Tahiti Formation qui nous a analysé toutes ces données, il nous a rendu un rapport et à nous maintenant de synthétiser tout ça pour que ça soit plus lisible pour les services. On parlait, Eric, tout à l'heure, tu parlais de la première action qui a été faite en 2019. Celle-ci en 2022. Une fois que vous avez collecté les analyses, qu'est-ce que ça donne? Quelle est la tendance après le retour des données collectées? Alors, ça donne une marge de progression importante, encore importante. Alors, sachant aussi que la nouveauté de 2022, on a intégré les aspects numériques, puisque dans Crise aidant, l'administration a développé de très très nombreux services en ligne. Et c'est aussi une réponse, c'est aussi un élément pour améliorer la qualité de la réponse aux usagers, puisqu'ils n'ont pas besoin de se rendre à un guichet, ils peuvent le faire n'importe comment.
Beaucoup de travail encore à faire sur les accueils, notamment et après surtout sur la rapidité de traitement des dossiers. Alors, ça passe par deux choses. Il y a une simplification des démarches, une accélération, et il y a aussi un travail de meilleure communication de ces délais de traitement, parce qu'effectivement, souvent les gens sont insatisfaits des délais parce qu'ils ne savent pas forcément combien de temps va durer leur démarche. On leur a pas expliqué que ça allait avoir des démarches très longues, des implications très longues, peut-être que ça partait à l'extérieur, revenait, c'est ça. Manque de communication, peut-être. C'est ça, donc là, des efforts à faire là-dessus. Et après, effectivement, peut-être un travail particulier que l'on va engager. Donc là, avec les résultats, on va effectivement remettre en place de nouveaux programmes d'action de modernisation, et notamment à destination des entreprises, parce qu'eux sont effectivement très demandeurs d'amélioration forte des services publics. Hayata, sur le document que tu nous as envoyé, je vois qu'il y a différents mots qui sont utilisés pour décrire les ressentis des usagers. Tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer comment ça fonctionne, ce qu'il en ressort, et puis lesquels sont les plus utilisés, par exemple? Par rapport au nuage de mots. Voilà, le mot utilisé. Alors, je vois voilà, vos mots pour le décrire. C'est oui, sur donc la là, plaquette. je rappelle un peu le cadre. En fait, là, on a demandé aux personnes qui fréquentent ou pas le service public comment ils le décrivent. Et en effet, les trois premiers mots, j'ai envie de dire, qui ressortent le plus, c'est la lenteur, l'accueil et les aides du service. Alors ça, j'imagine, Eric, que quand les administrations reçoivent cette analyse, ça doit faire un tout petit peu la grimace. Alors, pas forcément, puisque c'était déjà le cas la dernière étude. Et juste peut-être préciser que ce n'est pas forcément uniquement le service public de la Polynésie, mais c'est le service en général. Donc, ça concerne aussi bien la perception des usagers vis-à-vis des services, des communes, de l'État, on va dire des différents acteurs. C'est pour l'ensemble des usagers. Pardon. Et l'application, dont tu viens de le dire, si 2019 c'était déjà un peu comme ça, 2022... ça allait encore un petit peu, ça veut dire que ça va être long à mettre en place ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Il y en a déjà qui a été fait, qu'il y en a encore beaucoup à faire. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi courte. Là, tu m'as pris un petit peu au dépourvu. Le personnel des établissements publics est mis au courant des résultats, et comment est leur réaction ? Eric, Oyata, et après je viendrai vers vous, Jean-Michel et Norine. Alors jusqu'à maintenant, dans les éléments que vous avez, ce sont les données générales et les informations globales, donc qui ont été communiquées à tous les cadres les cadres de l'administration, et également les établissements publics dans le cadre de la conférence annuelle du service public qui a eu lieu en mars dernier. Maintenant, il va y avoir un travail effectivement d'information plus spécifique avec des résultats plus spécifiques pour chaque service ou chaque établissement, pour autant que les données soient statistiquement fiables. Et ça veut dire qu'il va y avoir peut-être même sûrement des formations mises en place. On parlait de l'accueil, donc j'imagine qu'il y a toute une méthodologie. On parlait de répondre au téléphone aussi, et ainsi de suite. Il y a déjà des formations qui existent, accueil, qui ont été mises en place suite aux résultats de la précédente enquête. Donc effectivement, tout le monde, tous les services n'en ont pas encore bénéficié. Donc l'idée, c'est aussi de continuer cette démarche, et c'est surtout aussi de travailler sur la simplification des processus, des démarches, essayer d'alléger le nombre de pièces jointes. Et le numérique permet aussi et facilite ce genre de simplification. Et il faut bien rappeler aux personnes qui utilisent justement les usagers que nous sommes, ça ne se fait pas en une demi-journée ou une journée, ça prend du temps. Alors sur l'échelle, il faut se rendre compte que c'est beaucoup de documents à mettre en place et que ce n'est pas évident, mais vous allez vers ça de toute façon. Voilà, et il y a également un autre élément que l'on est en train de développer en termes d'accessibilité aux services publics, parce que souvent les usagers ont beaucoup de kilomètres à faire, les gens qui doivent venir à Papeete pour faire leur démarche. Et donc l'idée, c'est aussi de proposer des services physiques, de contact physique de proximité. Donc vous en avez déjà parlé dans Manava avec les Wharenatira. Mais l'idée, c'est aussi de développer ce genre d'outils pour permettre aux usagers qui n'ont pas forcément l'accessibilité d'outils numériques à la maison de pouvoir faire les démarches en ligne à proximité de chez eux. Parce qu'effectivement, une des problématiques aussi qui ressort dans certains des résultats, c'est la problématique de l'accessibilité des parkings
pour pouvoir avoir accès aux administrations. Ouais, concrètement, les gens prennent une demi-journée pour venir faire de l'administratif et donc tout est plus compliqué. En interne au CFPA, à l'OPH, alors Jean-Michel, en interne, quand vous recevez les résultats, vous l'analysez avec l'ensemble du personnel. Quelles sont les réactions? Alors, pour le moment, on n'a encore rien analysé puisqu'on a eu que la conférence du donc ça service va public. venir, ok. Donc ça viendra. Néanmoins, on n'attend pas tous ces éléments-là pour essayer de mettre en avant les améliorations, hein, puisque nous, on est dans une démarche qualité qui est engagée depuis 2 ans. Donc que ce soit en interne comme en externe. Et je rebondirai sur un point qu'Éric n'a pas osé parler, c'est qu'il y a quand même une forte résistance au changement aussi, qui vient créer de forts problèmes en interne dans les administrations, puisque mettre la démarche qualité impose quand même de la rigueur, créer des nouveaux process, et donc avec des nouveaux outils, et le tout numérique peut aussi parfois créer des problèmes pour certains agents. Donc tout ça, il faut y aller en souplesse. Ah oui, parce qu'il faut leur apprendre, il y a des nouvelles méthodes de travail, il faut mettre en place des process écrits pour être sûr et certain que quand ça change, eh bien, que ce soit appliqué. Et donc, pour pouvoir voir cette satisfaction-là, on fait donc des enquêtes de satisfaction, comme on disait tout à l'heure, pour essayer de faire remonter toutes les infos et l'améliorer. Mais c'est une amélioration de tous les jours. Hein. Tous les jours, on a la plus grosse problématique que l'on rencontre, c'est les gens qui ne sont pas satisfaits du CFPA parce qu'ils ne rentrent pas au CFPA. Ouais, donc, c'est pas encore la même chose. Après, voilà, on en avait déjà fait, on peut leur expliquer pourquoi ils ne sont pas rentrés au CFPA, mais c'est pas le service en lui-même qui est mis en cause. Non, mais mais pour leur expliquer, c'est compliqué. Et donc, dans les bornes qui ont été mises, quand quelqu'un peut très bien être accueilli, mais néanmoins n'étant pas retenu, il vient d'annoncer, il appuie sur le bouton rouge et pas sur le bouton vert. Donc, voilà, c'est... ça peut avoir une mais donc voilà, on a mis énormément là. Ouais. Et donc pour essayer comme dit Eric tout à l'heure, pour essayer d'éviter ce que les gens viennent, on a mis en place l'inscription en ligne. Enfin voilà, on a mis tout un process en ligne pour justement, encore faut-il que les gens puissent avoir accès à Internet chez eux et voilà. Mais on essaie d'avancer, on a beaucoup progressé. Après, il faut continuer parce que c'est pas satisfaisant en permanence non plus. Hein. Faut pas c'est une remise en question perpétuelle. Ouais, exactement. À l'OPH, vous en êtes où? Sur je rejoins également ceux de la CFPA parce que nous aussi, on est dans cette démarche qualité. Ça fait plus de 6 ans. Les enquêtes de satisfaction nous aident beaucoup pour justement voir quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir satisfaire nos clients. Donc, je rejoins également Eric dans le sens où on a mis en place des e-services pour qu'il y ait un peu plus de proximité au niveau de nos usagers. Il faut savoir que l'OPH sert toute la Polynésie, donc dans les îles également. On met en place plusieurs outils pour faciliter en fait la clientèle dans le domaine des demandes de logement, des demandes d'aide, le New Pay également. On met ça en place pour vous mettez en place des outils pour simplifier l'accès aux usagers. C'est ça. Yada, une petite question sur expliquer la différence entre la perception et le ressenti. C'est-à-dire que vous avez 70% de mécontents du savoir-faire et 70% de satisfaits du savoir-être. Oui, alors en fait, c'est une nouveauté dans l'enquête de 2022. On avait demandé en fait aux usagers leurs raisons de satisfaction et de mécontentement du service public, mais ce sont les usagers qui ont fréquenté le service public du pays durant les 2 dernières années. Donc en fait, on va faire appel à leurs souvenirs et donc ils vont nous dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et intuitivement, ils se sont prononcés sur 4 thématiques. Donc je ne me rappelle plus trop, c'était savoir-faire, le savoir-être, l'environnement d'accueil. Savoir-faire, savoir-être, offre de service et environnement. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'ils sont satisfaits du service public, notamment grâce au savoir-être des agents et à la qualité de l'environnement qui leur a été offert au moment de l'accueil. Et aussi un petit peu à l'offre de service qui est justement dématérialisée, gratuite. Mais ils sont aussi insatisfaits de cette offre de service jugée un peu trop lente, compliquée. Donc voilà, ils avaient moitié répondu qu'ils étaient satisfaits et mécontents, mais ils sont surtout mécontents, à mon souvenir, c'était à cause du manque de savoir-faire des agents. Donc voilà, ils se sont exprimés comme ça, sachant que voilà, je rappelle, ce sont des usagers qui ont fréquenté le service public durant les 2 dernières années. Donc ce sont vraiment le souvenir qui est venu répondre
la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas une vraie méconnaissance du service public et de son mode de fonctionnement, Eric? Alors clairement, effectivement, les usagers qui n'ont pas de lien avec l'administration, qui ne connaissent pas l'administration, pour eux, et c'est comme ça qu'on le présente, nous, quand on fait des formations, c'est une nébuleuse. Donc en fait, effectivement, ça parle absolument pas aux gens. Mais après, c'est pas forcément non plus l'objectif pour eux de connaître comment c'est organisé. Ce qui est important, et c'est la démarche qu'on a eue nous avec un certain nombre d'outils, c'est de dire à l'usager, vous avez un besoin, vous allez sur une plateforme net.pf par exemple, vous tapez votre besoin, on vous envoie auprès de la commune, auprès du pays, auprès de l'État, auprès du service ou de l'établissement qui correspond, sans que vous ayez vous à vous poser la question d'où aller. Parce que c'est aussi ça le moyen d'améliorer la qualité, c'est que la personne qui a un besoin, qu'elle puisse aller rapidement au contact de d'où est son besoin. Je voulais juste revenir par rapport effectivement à l'enquête. Jean-Michel le disait tout à l'heure, et c'est peut-être aussi un des biais des résultats de l'enquête de 2022, c'est qu'on s'aperçoit que les gens sont très satisfaits pour des services qu'ils ont eus. Par exemple, les gens ont été soignés, les gens sont allés à l'hôpital, donc forcément la satisfaction est importante. Par contre, compte tenu du contexte, les gens ont des difficultés à trouver de l'emploi. Forcément, ils ne sont pas forcément contents du CEFI, mais finalement, ce n'est pas forcément le service du CEFI qui est en cause, mais le fait qu'on n'a pas répondu à leurs demandes. Voilà, donc il y a aussi ces éléments-là qu'il faut relativiser et pour lesquels on est aussi en train d'analyser un peu plus en profondeur les résultats pour être sûr d'éviter de faire des erreurs d'interprétation. Mais justement, en termes d'analyse des résultats, quelles sont les étapes suivantes après l'étude et l'analyse? Donc, comme je te le disais tout à l'heure, donc on va prendre contact avec les entités publiques individuellement pour leur présenter les résultats. Nous, on va analyser, voir par rapport en fonction de ces résultats, envisager des programmes pour changer les choses. Mis en place, des programmes mis en place. La dernière enquête de 2011, il y a eu le programme accueil pour un accueil digital et physique bienveillant et efficace. Donc ça a donné lieu à des formations, un gros travail d'investissement sur l'amélioration des espaces d'accueil, des locaux d'accueil. Donc là, il faut qu'on passe peut-être à d'autres sujets. Ça ne veut pas dire à arrêter ce qui est fait là. Non, il faut continuer et mettre d'autres chantiers en place. C'est ça. Noril, quels sont les points améliorés au sein de l'OPH, les points qui ont été mis en avant et que vous allez améliorer concrètement? J'ai parlé tantôt de l'accueil. Aujourd'hui, suite à cet outil, on a 95% de satisfaction en termes d'accueil téléphonique et en termes d'accueil physique. Également, on a un délai d'attente raisonnable, donc moins de 10 minutes pour la réception. Donc, on a quand même... Vous avez bien amélioré, ouais, vous avez bien travaillé dans ce sens-là. Positif, ouais. Et Jean-Michel, au sein du CFPA, pardon. Alors nous, ça serait plutôt dans le domaine de la téléphonie où je pense qu'on est en train de changer tous nos systèmes parce que je viens de découvrir les systèmes qu'a l'OPH et je pense que c'est très, très valorisant. Donc je vais m'en intéresser fortement après. Mais c'est vrai que c'est important puisque nous, on a des soucis avec l'extérieur. Quand on nous appelle, on ne sait pas si on va être reçu ou pas. On ne sait pas pourquoi ça ne répond pas alors qu'en fait, l'intéressé est déjà en communication. Et puis ensuite, on a mis énormément d'outils en place, notamment en interne, des outils numériques pour la gestion de la qualité qu'on est en train de développer complètement depuis maintenant 2 ans. Alors que la question va aller dans le sens de ce que je viens de me dire, c'est si vous devez faire des modifications, est-ce que vous disposez des moyens financiers? Est-ce que en termes de personnel, en termes de fonds, est-ce que vous êtes doté des moyens nécessaires pour faire toutes ces modifications? Alors aujourd'hui, je dirais que oui, au niveau des moyens financiers, on est vraiment bien accompagné et bien soutenu par la tutelle, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, au niveau du personnel, c'est un peu plus compliqué puisque on crée des postes, on met tout ce qu'il faut en place. Mais après, il faut trouver les bonnes personnes et pour pouvoir s'engager dans du concret, dans du long terme. C'est un peu plus compliqué au niveau du personnel. Mais autrement, oui, on a tout ce qui... pour moi, je suis satisfait des moyens que j'ai à ma disposition. Il y a une nouvelle méthode, de l'implication, de l'énergie, et ça va avancer. Voilà. Tout à fait. Eric, est-ce que la solution, en termes de conclusion, est-ce que la solution serait de passer au tout numérique pour que tout le monde soit content? Absolument pas. Ça, c'est vraiment une volonté forte de la Polynésie, c'est d'éviter
de faire ce qu'a fait la métropole et est en train de faire marche arrière aujourd'hui. Ouais, c'est l'enfer. C'est effectivement de surtout ne pas être au tout numérique. Le numérique, c'est un outil de facilitation pour les gens qui sont en autonomie, en capacité de pouvoir le faire chez eux et de proposer des espaces d'accueil où ils peuvent rencontrer des personnes physiques pour les accompagner à faire ces démarches numériques. Et les aider aussi à être autonomes de façon numérique. Mais l'idée, c'est pas d'obliger les gens à passer forcément par du numérique. Ouais, le numérique va aider à avancer, mais ne va pas remplacer. Alors, pour ceux qui souhaitent, notamment les gens qui ont l'habitude de ce genre de démarche, je pense notamment aux professionnels, effectivement, pour eux, ça répond, ça les satisfait complètement. Mais effectivement, il y a toute une partie des usagers, de la population qui n'a pas cette facilité-là, mais qui même ne souhaite pas. Ouais, puis il y a besoin du contact. Voilà, le contact, venir dans l'administration, c'est aussi un moment de rencontre, d'échange avec des gens, donc c'est aussi un moment social. C'est un lien social. Ouais, et aussi. ça peut être important aussi, donc on tient absolument à garder cet aspect-là. Bon, ben. En conclusion, vous voyez que le haut service public évolue en étant à l'écoute des Polynésiens et leur objectif est d'améliorer le niveau de satisfaction de ses usagers. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Cette émission sera en replay sur TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.